Eh bien, bonsoir. Dans ce nouvel épisode, si l'on peut dire, des Mercredis d'Espoir. Attendez, je mets mon micro un peu plus près pour que vous m'entendiez mieux. Donc ce soir, un Mercredi de l'Espoir consacré au lancement de la consultation sur le plan d'urgence. Le plan d'urgence qui est proposé par Une Perspective, la 6ème République. Nous allons revenir là-dessus en expliquant en quoi il est nécessaire d'avoir un plan d'urgence par rapport à la Constitution. Alors, avant cela, je rappelle qu'il y a quand même des actions en cours et je vous renouvelle l'appel, je dirais, à y participer. Donc, notamment, les mini-cartes à diffuser. Donc, c'est des cartes très simples, très faciles à distribuer autour de vous. Ils sont, je dirais, à un prix tout à fait modique, puisque nous ne sommes pas sponsorisés par qui que ce soit. Donc, il faut que nous financions nous-mêmes tout cela. Donc, pour 100 cartes, c'est 6,64 €. Bon, c'est quand même assez modique. Frais de port inclus, donc c'est vraiment le port en fait qui coûte cher. Mais ça fait 7 centimes par carte. Bon. Donc elles sont quand même un peu précieuses, mais bon, de toute façon, ça ne sert à rien d'en donner à des gens qui la jetteraient. C'est un moyen d'orienter les gens vers le site, où toutes les explications sur la démarche qui peut réorienter justement la démocratie pour échapper à la barbarie et ouvrir un avenir bonifié, eh bien c'est une introduction, une façon simple d'introduire notre initiative. Voilà, donc ça c'est une action facile, simple, je vous appelle à y participer, c'est facile à faire, c'est sans risque. Et évidemment, il faut donner un petit peu de sa personne, mais on n'arrive à rien sans rien. De toute façon, il n'y a pas de mystère, on ne fait pas d'omelette sans casser des œufs.
Il faut savoir si on pense qu'on est vraiment dans une situation si grave qu'il faut s'investir un minimum. 6,64 € pour 100 cartes, ça ne me semble pas bien énorme. Hein. Alors, il y a aussi un autre chantier, une autre action qui est lancée, qui est en cours, hein, que nous avons commencé à travailler, donc suite au dernier épisode de la série Quelle sixième République. C'était le lancement de la rédaction justement de la Constitution. Donc on a commencé à travailler là-dessus, on est sur le préambule. Vous pouvez y participer. Il y a l'URL de ces ateliers là-haut. Hein. Donc là, vous pouvez voir déjà le résultat, les premiers résultats. Bon, pour l'instant, c'est encore pauvre, hein, puisqu'on est vraiment tout au début et il y a beaucoup de choses à faire, hein, puisqu'il y a aussi le manifeste spirituel sur lequel on travaille, il y a ce plan d'urgence, donc il y a beaucoup de choses à faire en parallèle. Eh bien, nous invitons à nous rejoindre et à voir l'avancement des travaux à cette URL Agora Constitution. Évidemment, il faut être inscrit sur une perspective de la 6ème République pour avoir accès à ces documents. Nous y reviendrons. Vous savez maintenant, les mercredis de l'espoir ont aussi une citation, souvent inspirée de Lao Tse, au moins pour l'instant. Il y en aura peut-être d'autres quand le manifeste spirituel sera plus avancé et plus prêt à être diffusé largement. Mais c'est une inspiration, on va voir que ça a été écrit il y a plus de 2 millénaires, mais c'est complètement d'actualité quand on pense à nos dirigeants actuels et passés. Donc c'est un extrait du verset 26 du Tao Te Ching. Pourquoi le seigneur du pays devrait-il aller et venir comme un fou ? Si tu te laisses balloter de ci, de là, tu perds le contact avec la source. Si tu laisses l'agitation te gouverner, tu perds le contact avec qui tu es. Je vais relire parce que c'était, excusez-moi, un peu chaotique. Pourquoi le seigneur du pays devrait-il aller et venir comme un fou ? Si tu te laisses balloter de ci, de là, tu perds le contact avec la source. Si tu laisses l'agitation te gouverner, tu perds le contact avec qui tu es. Donc, on voit tous ces politiques qui s'agitent en permanence. Enfin, l'archétype, c'était vraiment Sarkozy à l'époque, où c'était vraiment un agité total. Comment voulez-vous diriger, surtout quand on est président, enfin dans la 5e République, qui est censé donner une vision à long terme, etc. Comment vous voulez avoir un peu de sérieux, on perd le contact avec qui l'on est. Ça a été écrit il y a 2600 ans, donc vous voyez, c'est toujours valable aujourd'hui. Comme quoi, il n'y a pas grand-chose de nouveau sous le soleil que contrairement à ce qu'on voudrait souvent nous faire croire, l'homme ne change pas. La nature humaine, elle est là, et elle est ce qu'elle est. Et en espérant que justement qu'elle ne se modifie pas trop non plus, avec les courants transhumanistes de tout acabit. Alors, rentrons maintenant dans le vif du sujet de ce soir, donc le plan d'urgence, lancement de la consultation. Comme on a lancé la rédaction de la Constitution, le plan d'urgence, là on est au stade consultation. Et donc, l'agenda de ce soir, il est relativement simple, c'est rappeler déjà pourquoi il y a un plan d'urgence, quels ont été les critères de sélection des mesures qui sont proposées à consultation, donc les thèmes abordés, un exemple, une illustration de réponse, la notion de vote par approbation, pourquoi est-ce que c'est cette modalité-là qui a été choisie, et puis comment ça marche concrètement, comment vous allez pouvoir aller sur le site et comment vous allez pouvoir voter. Et puis on finira par une petite démo pour montrer justement comment ça se passe. Alors, pourquoi un plan d'urgence ? Il est vrai qu'une perspective, la 6ème République, c'est mettre en place une 6ème République. Donc une 6ème République, c'est quelque chose qui s'inscrit justement
ce qui apporte les solutions, des vraies solutions, des solutions qui, en changeant le système, de changer et de sortir des situations de blocage d'aujourd'hui, de rassembler largement les Français, mais quelque part, c'est des solutions qui vont se déployer dans le moyen et le long terme, hein, clairement. On est sur du lourd, j'aurais envie de dire. Hein. Donc, sur ces aspects-là, il est évident que les solutions qui vont être mises en œuvre vont surtout adresser le moyen et le long terme. Et c'est vraiment de ça dont nous avons besoin. Et qui plus est, la mise en place de la Constitution, le temps de mettre tout ça en place, donc de faire un référendum, donc déjà d'être élu, d'installer l'exécutif, de faire les élections législatives. Après, il y aura un référendum également pour adopter, valider le fait qu'on met cette constitution ou qu'on met une autre constitution, puisqu'on a dit hein, qu'on ferait un vote justement pour dire soit c'est cette constitution, soit c'est peut-être d'autres constitutions, ou la mise en place d'une assemblée constituante. Donc il y a ce référendum-là qui valide et qui est très important, puisque l'élection présidentielle en elle-même ne suffit pas à faire un changement constitutionnel. S'il y a un référendum, là oui, par l'article 11 ou l'article 89, hein, ce sera plutôt l'article 11, puisqu'il y a déjà un précédent historique, avec De Gaulle en 1962. Donc, voilà, ça serait plutôt par cet article-là, ou par l'article 11, pourquoi pas, enfin bon, 86, puisque l'article 86, si on a une majorité qui se dégage à l'Assemblée nationale pour pouvoir suivre la procédure normale, mais il faudra de toute façon un référendum, ça semble complètement indispensable sur ce sujet, bien entendu. Donc ça va mettre un certain temps. Après, il va falloir faire les élections, c'est-à-dire il va falloir élire la Chambre constitutionnelle, il va falloir élire la Chambre des forces productives. Il faudra sans doute refaire une nouvelle élection législative selon les nouvelles modalités. Donc vous voyez, tout ça, ça va prendre un certain temps. Bon, même si on peut essayer de concentrer, mais on peut dire que avant que tout ça commence à se mettre en place, ne serait-ce que se mettre en place et se rôder, hein, parce qu'il y a plein de choses à mettre en place, c'est au moins 6 mois. Donc la Constitution, c'est la bonne solution, c'est ce qui va nous permettre de vraiment changer les choses en profondeur, mais ça va prendre un certain temps, c'est inévitable. Donc à partir de là, comment est-ce qu'on adresse le court terme en attendant ? Donc c'est là qu'est née la notion de plan d'urgence, parce que les Français, en grande partie, il y a plein de Français qui ne peuvent plus en attendre, qui vont être à bout de souffle, et notamment après toutes les crises qui vont crescendo, bon, je les évoque, hein, même si jusqu'ici ils ont plus ou moins limité les casses en faisant tourner la planche à billets, mais ça n'aura qu'un temps. Donc voilà, nous ce plan d'urgence, en fait, pourquoi le plan d'urgence ? J'en ai parlé déjà, c'était dans les mercredis de l'espoir du 20 mai 2020, donc où ça a été justement évoqué en disant il y avait un manque un petit peu, c'est un complément en fait de la Constitution de la 6ème République proposée par une perspective de la 6ème République pour justement répondre aux urgences, aux Français et aux situations les plus importantes à colmater au plus vite. Alors, dès lors, comme je disais, hein, donc les critères de sélection des mesures de ce plan d'urgence, c'est répondre à une forte attente dans la population. Il y a plein de gens qui disent, mais enfin, on y arrive maintenant, on va y arriver en 2022, mais on peut pas attendre 2022. J'attends ça déjà depuis au moins plus d'1 an. Mais bon, le calendrier est ce qu'il est. Les autres voies ont plus ou moins échoué quand même. Il faut bien le dire. Donc, il y a une forte attente, hein, et d'autant plus importante. Et puis, il y a une nécessité croissante, comme je le disais à l'instant, surtout donc avec les crises qui s'annoncent. Hein. Là, j'ai repris ce que j'ai mis justement il y a 1 an, au mois de mai dernier, mais les crises donc, que l'on vit aujourd'hui et qui vont pas diminuer, hein, ça c'est clair. En même temps, c'est un plan d'urgence, ça ne peut pas être un programme. Parce que si c'était un programme, ça voudrait dire qu'on serait comme les autres partis politiques ou comme les autres initiatives, on propose juste un programme de plus. Donc c'est programme contre programme. On ne peut pas demander aux autres partis de se désister pour dire on change les règles du jeu,
on se met en place la 6e République et après vous allez pouvoir vous représenter aux nouvelles élections justement, si on présente un programme. C'est-à-dire, attendez, vous vous foutez de nous, vous nous dites que vous êtes là pour dire on change les règles du jeu, on débloque le jeu politique, et puis vous présentez un programme contre nous. Donc ça ne peut pas être un programme. C'est pour ça que toutes les initiatives qui présentent un programme d'initiative populaire, un peu comme une perspective de la 6e République, pour moi ne peuvent pas aboutir, puisque elles vont se trouver face à face avec les partis en place. C'est la différence d'une perspective. Donc c'est vraiment un plan d'urgence en quelques mesures, une poignée de mesures concrètes sur lesquelles justement, qui soient consensuelles, donc qui puissent agréer tous les partis d'opposition, du plus à gauche au plus à droite sur l'échiquier politique, donc qui fassent consensus. Bon, par exemple, une mesure qui sans doute peut faire consensus, c'était ce que je citais, c'est par exemple d'augmenter le nombre de lits d'hôpitaux à 8 pour 1000 habitants, plutôt que nous sommes aujourd'hui à 6. Enfin, au 10 mai, on était à 6, mais le nombre de lits d'hôpitaux a diminué, même dans cette dernière période. Ils ont quand même fermé des lits d'hôpitaux, ils sont champions. Donc, c'est-à-dire arriver ne serait-ce qu'à un niveau équivalent à ce qui existe en Allemagne ou en Russie. Ils sont à 8 lits d'hôpital pour 1000 habitants, alors que nous sommes à 6. Donc, voilà. Donc, c'était une liste qui était donc réaliste, à établir et à chiffrer. Voilà les critères de sélection des mesures qui sont en place. Donc, on a vraiment travaillé sur 3 critères, plus précisément. C'est, premier critère, le degré d'importance pour les Français. Deuxième critère, la faisabilité dans une période d'1 an, puisque l'idée, c'est que ça puisse être fait rapidement. Et si c'est des mesures de très long terme, on n'est plus dans le domaine de l'urgence, et ça sera les institutions, les élus issus dans le système de la 6e République qui devront mener ces réformes de moyen et de long terme. Donc là, c'est vraiment sur une période d'1 an, c'est-à-dire maximum. Et il faut que ça soit acceptable par un très large part des Français, de droite comme de gauche. En clair, il faut que ça soit acceptable par la France insoumise de Jean-Luc Mélenchon et par Marine Le Pen du Rassemblement national, c'est-à-dire les deux gros partis d'opposition, c'est ceux qu'on identifie en tout cas. Et puis d'autres, Dupont-Aignan, etc. Alors, quels sont les thèmes? Donc, du coup, on a pour faire ces 10 mesures, on a fait une dizaine de mesures. Donc, c'est en disant, on va prendre un thème, et pour chaque thème, on va prendre une mesure, et une seule mesure sera retenue par thème. Donc, la liste des thèmes sélectionnés a été la suivante. Donc, A, les privilèges, l'éducation, la santé, la sécurité, l'environnement, le social, l'économie, la justice, les retraites, la politique au sens large, les médias, et un autre thème, je dirais, plus ouvert, sur lesquels, justement, des propositions qui nous auraient échappé puissent être proposées par des gens qui vont participer à cette consultation. Alors, un exemple de réponse qui a été sélectionné, par exemple, que nous proposons à vos suffrages, c'est dans le domaine de la justice. Donc, dans le domaine de la justice, donc là, un premier exemple, c'est stage en maison d'accueil pour prédélinquants mineurs, avec suivi sur une longue période après la sortie. Donc voilà, c'est une première mesure préventive, là pour le coup, donc des gens qui seront des prédélinquants et qui seraient donc mis un peu encadrés dans un environnement qui les sortirait de l'environnement où ils sont habituellement, quoi. En fait, c'est ça l'idée. Une deuxième mesure, ça serait mise en place d'un bureau spécial d'investigation multidisciplinaire chargé de rouvrir les enquêtes enterrées par la justice. Tout particulièrement celles
relatives à la pédocriminalité, ASE notamment. Donc vous voyez, hein, on est dans le thème de la justice, mais on voit bien que les deux mesures n'ont aucun rapport, sont vraiment très différentes. Hein. Ça sera justement aux citoyens qui participeront à cette consultation de choisir et de dire c'est cette mesure-là qui nous semble la plus urgente ou telle autre. Hein. On est dans le domaine de la justice, mais c'est des mesures qui sont très différentes forcément. Une autre mesure proposée au suffrage, c'est rappeler aux juges qu'ils rendent leur jugement au nom du peuple français et qu'ils doivent le faire en premier lieu dans l'intérêt de la société et non pas des individus. C'est un principe fondamental du droit qui est bien souvent complètement oublié par idéologie individualiste, je dirais, dans la justice. Et ça, c'est vraiment un recadrage important. Hein. Ça a l'air d'être très... C'est un rappel, mais c'est un rappel fondamental et qui peut changer vraiment le fonctionnement de la justice tel qu'il est aujourd'hui. Donc ça, c'est encore autre chose, vous voyez, c'est encore une mesure extrêmement différente des deux autres. Et puis, il y a encore une troisième mesure qui est également très différente, c'est la suppression de l'appel en cour d'assises. Il faut savoir que l'appel en cour d'assises, ça n'existait pas. On ne pouvait pas faire appel d'un jugement rendu par un tribunal populaire, c'est-à-dire composé de jurés citoyens. Hein. Et donc, la raison pour ça, c'est que la légitimité du peuple ne peut pas être divisée. Quelle est la légitimité d'un deuxième jury populaire par rapport à un premier jury populaire? Ils sont de même niveau. Il n'y a pas un jury qui est supérieur à l'autre. La seule possibilité à l'époque, c'était la cassation. Et donc en cours de cassation, puis pour que dire, par exemple, il y avait un élément nouveau qui était inconnu au moment du premier jugement, qui faisait qui nécessite de rejuger l'affaire. Donc, c'est revenir à ça. Déjà, ça permettrait de désengorger les tribunaux, ça redonnerait de la capacité, de la bande passante, comme on dit, au ministère de la Justice, parce qu'il y a quand même un quart des jugements qui repassent en appel en cour d'assises. Et c'est pas quelque chose d'exotique, hein, puisqu'il y a plein de jugements qui sont sans appel. Hein. Il y a un certain nombre de jugements qui sont comme ça, qui sont en première instance et qui ne sont pas rejugeables en tant que tels. Hein. Dans les tribunaux d'instance, c'est souvent le cas. Hein. C'est le juge qui décide. Et après, vous ne pouvez pas faire appel, vous pouvez faire que cassation. Hein. Voilà. Donc, c'est pas du tout exotique. Et dans ce cas-là, c'est vraiment normal. Donc voilà, c'est complètement différent. Voilà un exemple de question de ce qui est proposé à vos suffrages. Comme j'ai dit, dans le L, le dernier thème, vous pouvez rajouter des questions si vous pensez des réponses, des options hein, sur qui nous auraient échappé. Hein. Voilà. Alors, comment ça va procéder ? On va procéder par ce qu'on appelle le vote par approbation. Alors, il ne faut pas que ça vous fasse peur, ce vote par approbation, mais ce n'est pas un mode de scrutin qui est usuel aujourd'hui, mais je pense qu'avec la 6ème République, avec le fait qu'il y aura beaucoup plus de référendums, on va demander son avis au peuple beaucoup plus souvent, ce mode de scrutin est très important à comprendre et à mettre en œuvre, justement. Alors, quels sont les critères pour voter ? Ça doit être simple à comprendre pour tous. Et tous les électeurs, et c'est facile à mettre en œuvre également dans les bureaux de vote. Hein. Si on doit le faire à l'urne, là dans notre cas, ça sera du vote électronique, mais il faut que ça soit de toute façon facile à comprendre. Ça, c'est vraiment quelque chose d'important, et si possible, facile à dépouiller. Hein. C'est ça qui est important aussi. Ça évite des tripatouillages et ça donne de la transparence au vote, ça donne de la lisibilité. Il faut que tout le monde, même des gens qui ont peu d'instructions, comprennent sans aucun problème quelle est la question. Donc, c'est quoi le vote par approbation ? C'est un questionnaire à choix multiple, à choix binaire multiple, c'est-à-dire soit vous êtes
d'accord et vous pensez que cette mesure est importante, et vous cochez la case, et si vous pensez qu'elle est moins importante, ben vous la cochez pas. Voilà, donc là par exemple ici c'est dans le domaine de la santé, eh bien la personne a coché 2 cases, elle a coché une revue drastique des fichiers, des cartes vitales pour éliminer toutes les fraudes. Puis la deuxième mesure qui lui semblait importante, puisqu'on peut choisir plusieurs mesures, c'est investissement dans le nombre des soignants hospitaliers et dans le matériel médical. Voilà. Pour la personne qui a voté là, eh bien, c'était les 2 mesures qui lui semblaient, dans le domaine de la santé, les plus importantes à mettre en œuvre. Alors, on peut choisir, à choix multiple, on peut choisir 1, 2, etc. Voilà. Sachant que plus on coche de choses, plus on dilue son choix. Hein. Non pas que votre vote il compte moins, mais globalement, oui, puisque ça, quand vous votez que sur une chose, vous renforcez le poids, quelque part, de ce pourquoi vous avez voté. Donc, alors, c'est ce vote par approbation, donc questionnaire à choix multiples, hein, on peut le dire de cette façon-là, hein, mais avec un seul choix binaire, oui ou non. C'est préconisé par d'éminents spécialistes, donc un spécialiste qui s'appelle Jean-François Lanier, et il a démontré, bon c'est vraiment des gens c'est leur domaine de recherche, hein, donc ils connaissent ça parfaitement, mais j'avais étudié ça, j'avais regardé un petit peu ce qu'ils avaient publié, et lui et d'autres, hein, évidemment, mais il ne présente pas les biais d'autres modes de scrutin. Il y a plein d'autres modes de scrutin qui existent, dont un qui est un peu en vogue, qui s'appelle le jugement majoritaire, mais il a des biais aussi. Il a démontré, Jean-François Lanier, que le jugement majoritaire avait des biais que n'a pas justement le vote par approbation. Donc c'est vraiment une des modalités de vote les plus pertinentes. Alors on va voir si elle est vraiment pertinente dans notre cas, et on va voir que dans notre cas, elle est en plus particulièrement pertinente. Et puis il y a eu une expérience menée par le CNRS dans 3 communes sur les élections récentes. Et ils avaient, eux, retenu deux conditions de pertinence, qui étaient le mode de scrutin doit pouvoir offrir à chaque électeur les moyens d'exprimer ses préférences et d'en retirer de la satisfaction. C'est-à-dire quand vous votez pour quelque chose, il faut que le résultat, vous retrouviez dans le résultat, hein, quelque part. Et que le mode de scrutin soit simple à comprendre pour tous les électeurs et à mettre en œuvre également dans les bureaux de vote. Sinon, ça ne peut pas aller. Donc, ils ont fait une expérimentation grandeur nature dans 3 communes, une dans l'Est, une en Normandie et une dans les Alpes, je crois. Et donc, bien, leur conclusion a fait ressortir. Donc, il n'y avait pas que ces votes par approbation, il y avait aussi d'autres modalités. Et c'était vraiment le vote par approbation et un autre vote qui ressortait comme préférable, comme respectant bien ces 2 critères. Il faut savoir que le vote par approbation promeut le choix le plus consensuel. Hein, c'est celui où les gens auront caché le plus de fois les cases. Donc, même si vous avez préféré 2 choses, bon, il y en a peut-être une que vous préférez un petit peu plus, mais les 2 vous semblent importantes. Mais si une autre personne a fait la même chose sur 2 autres cases, mais dont une est commune, eh bien, c'est ce choix-là qui va ressortir, même si c'était pour les 2 personnes le choix, le second choix, on peut dire. Donc, comme ça promeut le choix le plus consensuel, c'est bien adapté au référendum. Ça ne serait peut-être pas adapté pour un scrutin nominatif, pour désigner un candidat. Hein. Pour le coup, je pense que ça serait sans doute un mode de scrutin qui serait pas valable. Mais pour un référendum, on recherche justement l'agrément du peuple à une option, à un choix politique précis, où on cherche justement à ce que les gens se reconnaissent dans le résultat, donc qu'il y ait une adhésion qui satisfasse le plus largement. Le fait que ça soit le vote le plus consensuel qui émerge, eh bien c'est une qualité pour tout ce qui est référendum. C'est pour ça que je prends le temps aussi de l'expliquer, parce que dans la 6ème République, je pense que c'est un mode de scrutin, le mode de scrutin qu'il faudra privilégier le plus souvent. Alors comment ça marche? Donc, concrètement, dans le plan d'urgence, il faudra que vous choisissiez là ou les mesures qui vont vous sembler les plus importantes
pour la France et pour les Français dans les mois qui suivront l'élection de notre candidat. Donc pour chaque thème, vous pourrez sélectionner une ou plusieurs cases, ou ne rien sélectionner du tout, s'il n'y a aucune mesure qui vous convient, par exemple. Donc dans ce cas-là, ça revient à s'abstenir, quelque part. Hein, c'est-à-dire, si vous ne cochez aucune case, bon, vous n'avez pas voté. Vous êtes abstenu. De manière un peu symétrique, si vous cochez toutes les cases, c'est comme si vous n'avez voté blanc, puisque vous ne ferez pencher la balance, vous ne ferez pas plus pencher la balance d'un côté que de l'autre sur ce thème-là. Hein. Donc on a quand même intérêt à faire un choix. Hein. C'est ça à quoi je vous engage, c'est faites un choix. Et plus votre choix est discriminant, plus vous cochez de cases, moins c'est discriminant, et moins vous cochez de cases, mais il faut quand même en cocher une, plus c'est un choix fort. Alors, une remarque importante maintenant sur le fonctionnement, on ne peut voter qu'une fois. Ça, évidemment, hein, c'est quand même assez important, mais ça va sans dire, mais ça va mieux en le disant quand même. Et donc, il y a des modalités techniques qui font que on ne peut voter qu'une fois, et donc c'est pour ça qu'il est nécessaire de s'inscrire sur le site, parce que sinon, on pourrait voter plusieurs fois. Puis on pourrait dire qu'on pourrait s'inscrire plusieurs fois, mais il y a quelques astuces qui permettent de voir si deux personnes, si une même personne s'est inscrite plusieurs fois. Faites-moi confiance, on saura détecter ces cas-là. Donc il faut s'inscrire sur le site, mais on peut, pour ne pouvoir voter justement qu'une seule fois et que le vote ne soit pas biaisé par des trolls X ou Y. Donc ça nécessite que vous vous inscriviez sur le site. Et, alors pardon, hop, j'étais un petit peu vite là. Alors pour modifier, il n'y a pas de possibilité comme ça d'entrer, de modifier son vote. Une fois que vous avez voté, vous avez voté. Si vous avez des remords en disant « Ah, j'ai voté ça, mais je voudrais changer mon vote », c'est possible malgré tout. Mais il faudra juste envoyer un mail donc à contact@1p6r.org pour demander justement à ce qu'on remette votre vote disponible pour que vous puissiez, en disant quelles questions vous voulez qu'on réactive, sur lesquelles vous voulez vous réexprimer, et donc on fera les modifications adéquates pour que vous puissiez changer votre vote. Mais on peut pas le changer toutes les 2 minutes. C'est ça le truc. On peut le faire, mais il y a une procédure à suivre. C'est juste envoyer un mail. Hein, c'est pas non plus très compliqué. Alors, on va faire une petite démo de ce que ça donne. Donc
un navigateur lorsqu'on est connecté. Donc on arrive sur cette page qui est donc le plan d'urgence, participer à la consultation. Alors, vous avez aussi la possibilité d'accéder à la consultation directement en vous connectant. Sans vous connecter, sur la page d'accueil du site P6R, vous avez déjà un lien, vous avez une image ici, vous pouvez directement participer à la consultation. Vous cliquez là en haut dans cette partie-là et vous arrivez aussi sur cette page qui permet de voter. Voilà. Donc, là, il y a quelques petites choses, donc justement, dont j'ai parlé dans cette présentation qui sont rappelées. Voilà, le degré, comment est-ce que les mesures ont été sélectionnées, etc. Les mesures sont regroupées par thème. Qu'est-ce qui est les modalités du vote. Si vous pouvez sélectionner plusieurs cases. Voilà, ne rien sélectionner revient à s'abstenir. Tout sélectionner revient à voter blanc. Et puis, voilà la remarque, il n'est possible de voter qu'une seule fois. Et si vous souhaitez modifier un ou plusieurs votes, merci d'envoyer un courriel à contact.p6r.org. Voilà. Donc, si on regarde un peu maintenant les différents votes, par exemple sur privilèges, là, c'est les privilèges accordés aux représentants du peuple français ou à certaines catégories. Donc, vous voyez, vous avez un certain nombre de choix. Donc par exemple, il y a le retour à l'ISF qui est un choix possible, la réduction des privilèges liés à la fonction assurée par les représentants du peuple français. Donc ça peut être des élus, mais ça peut être aussi des diplomates ou des gens comme ça, ou des anciens présidents de la République, etc. Ou réduction du budget d'apparat, par exemple. Puis vous avez après toutes les questions qui s'enchaînent les unes derrière les autres, donc pour l'éducation, la santé, qu'on a déjà un petit peu vu, la sécurité, l'environnement, etc., etc. Alors, s'il y a des questions, des points que vous ne comprenez pas, n'hésitez pas à envoyer un mail à contact@p6r.org. Nous vous répondrons s'il y a des réponses que vous ne comprenez pas, bien sûr. Voilà, donc l'économie, la justice, nous allons voir ça, les retraites, la politique, les médias, donc un certain nombre. Et puis, il y a autres mesures d'urgence vous apparaissant essentielles, mais ne figurant pas dans cette liste. Donc là, il y a effectivement une petite case là où vous pouvez mettre les questions, les mesures qui seraient manquantes et qui seraient urgentes à mettre en place. Vous pouvez aussi poser vos questions directement ici, en commentaire, et vous publiez le commentaire, on vous répondra plutôt ici. Je pense que c'est plus pertinent d'ailleurs de mettre vos questions ici, puisque s'il y a d'autres personnes qui ont les mêmes questions, il suffira qu'ils consultent les commentaires sur cette page pour avoir leur réponse. Voilà. Donc voilà, puis une fois que vous avez fini, vous faites envoyer votre évaluation. Ouais, je pourrais le faire, je pourrais cocher un petit peu n'importe quoi, donc on voit qu'on peut cocher, on peut ne pas cocher, on peut cocher tout si on veut. Voilà. Voilà, on peut... Et donc, quand vous aurez envoyé, si vous faites envoyer votre évaluation, voilà, vous avez envoyé votre évaluation, vos données ont été sauvegardées avec succès. Si vous souhaitez modifier un ou plusieurs votes, merci d'envoyer un courriel à p6r. Et après, donc, une fois que vous êtes connecté, identifié, eh bien, voilà, cette page, si vous retournez dessus, vous n'avez plus accès au vote, c'est terminé. Pour vous arriverez sur ça. Merci de vos réponses à l'évaluation. Si vous revenez là, je vais revenir à la page d'accueil, par exemple, pour vous le montrer. Donc là, si je reclique ici sur participer à la consultation, alors ça l'a ouvert dans un autre onglet,
à côté, vous voyez que vous n'avez plus accès, voilà, vous avez juste l'explication du vote, mais voilà, vous avez juste un message qui vous dit que vous pouvez demander la modification si vous voulez, mais vous ne pouvez plus revoter. Vous pouvez voter vraiment qu'une fois. C'est quand même tout à fait essentiel. Voilà, voilà ce qu'on pouvait dire sur cette démonstration. Donc, je vais repasser. Voilà. Alors, bon, si vous avez des questions, comme j'ai dit, hein, vous n'hésitez pas, vous envoyez un mail à contact@1p6r. C'est le même mail pour tout, de toute façon, comme ça c'est très simple. Alors, en résumé de ce soir, qu'est-ce qu'on a vu? Le plan d'urgence, c'est partie de la proposition politique d'une perspective de la 6ème République qui vient en complément de la Constitution. Hein. C'est vraiment un complément, c'est pas le cœur des choses, mais c'est quand même important. Mais ça ne peut pas être un programme, ce n'est pas un programme. Hein. C'est vraiment quelques mesures, une dizaine de mesures consensuelles et rapides à mettre en œuvre. Donc, il y a eu une sélection de thèmes et de mesures qui ont été faites. Vous pouvez vous exprimer dessus. La consultation est sur le site 1p6r.org. C'est nécessaire de s'inscrire. Et les modalités de vote sont par vote par approbation. Je vous invite à aller voir des sites, des explications sur ce vote si vous voulez. Vous trouverez, je vais mettre des liens sur le site également dans la partie les mercredis de l'espoir qui donne des détails justement, notamment sur cette question du vote par approbation et de l'expérimentation qui a été faite par le CNRS. Voilà. Pour ce plan d'urgence et le lancement de la consultation, je vous invite à y participer très largement. Hein. De toute façon, nous le rappelons. Autre sujet, autre action, cette fois-ci, donc émergence, le manifeste fondateur, donc le cœur du manifeste qui explique la démarche politique et en quoi il est possible de gagner cette élection et de réorienter la démocratie pour échapper à la barbarie et ouvrir un avenir bonifié, puisque les autres approches, bien, malheureusement, jusqu'ici, moi je ne les vois pas comment ils vont déboucher, enfin, sans vouloir être critique, mais il y a des gens, ils disent par exemple, on va demander à ce que tout le monde s'abstienne à l'élection présidentielle. Je peux vous dire, vous peut y avoir une abstention phénoménale. Il y a déjà eu des endroits, des moments où il y a eu des abstentions phénoménales. À partir du moment où ils sont élus, ils sont élus. La Constitution, elle est comme ça. C'est tout. Ça changera absolument rien à la validité de l'élection et aux mesures qu'ils prendront derrière. Hein. Et puis, de dire après, ça sera l'élection législative qu'on va renverser la vapeur, etc. Ça, je m'excuse, c'est dans les rêves, hein, parce que à l'élection législative, les gens, ils donnent les moyens de voter, de gouverner aux gens qui viennent, au président qui vient d'être élu. C'est ce qu'on a constaté à chaque fois. Il n'y a que les militants qui vont voter qui feront ce que ça. Mais la majorité de la population, en plus il y a de moins en moins de militants, alors la majorité de la population ne fera jamais ça. Donc ça ne peut pas marcher. La seule chose qui peut marcher, je comprends que ça déplaise à certaines personnes parce que ça va contre leur idée de régime présidentiel, parce que c'est un régime semi-monarchique. La seule façon vraiment de basculer face à un horizon prévisible, les choses, c'est d'avoir un candidat qui mette ça en œuvre. Il n'y a pas d'autre. Il n'y a pas d'autre. Ou une révolution. Mais bon, ça, les révolutions, on sait quand ça commence. On ne sait pas comment ça finit. Donc, le manifeste émergence idéologique qui explique tout ça, idéologie qui donne une vision un peu plus à long terme. Donc ça, pareil, commandez-le hein, de la même façon. Et émergence spirituelle qui est en cours de finalisation, de relecture. Bon, il y aura, on en reparlera de toute façon de ce manifeste parce que il est également assez dense, hein, faut quand même l'avouer,
mais malheureusement, il ne peut pas être moins dense, donc il sera certainement en plusieurs volets. Alors, justement à ce propos, dès la semaine prochaine, on va commencer une nouvelle série d'épisodes autour du Tao spirituel, donc qui est la spiritualité qui est en correspondance avec ce rebond civilisationnel que nous appelons de nos voeux, puisqu'il y a un volet politique, mais il y a aussi un volet spirituel qui est important, parce qu'on ne peut pas faire rebondir une civilisation, réorienter une civilisation, si vous n'avez pas à la fois un pied politique, un pied spirituel et un pied idéologique, et encore un autre pied, il faut 4 pattes, un autre pied sentimental. C'est les 4 jambes, c'est un quadrupède, une civilisation, sur lesquelles elle doit avancer. Eh bien, le volet spirituel s'appelle le Tao spirituel, et il y a des concepts dedans qui sont un peu pas forcément simples et connus, en tout cas de gens, et c'est pas si on va démystifier tout ça. Et donc on va notamment, donc, à partir de la semaine prochaine, tout autour du Tao spirituel, il y aura des émissions Mercredi d'Espoir, justement, qui vont rentrer dans les détails, qui vont démystifier, expliquer, rendre compréhensible des notions. La semaine prochaine, on va parler épisode 1, introduction déjà de pourquoi il y a le Tao spirituel et pourquoi ça s'appelle comme ça, et qu'est-ce que ça, c'est quoi en quelques mots, ce vers quoi ça nous emmène, et pourquoi c'est le moment, et pourquoi ça émerge à ce moment-là, justement, cette notion-là. Et il y a des choses importantes sur lesquelles s'appuie cette spiritualité, c'est les notions d'entropie et de négantropie, qui sont des notions physiques, de physique dure, la vraie physique, les lois de la thermodynamique. Donc, c'est ce qu'on expliquera la semaine prochaine, dans cette émission, dans ce premier épisode. Il y en aura d'autres pour démystifier justement d'autres aspects, d'autres notions autour du Tao spirituel. Voilà. Le mot de la fin, je dirais, reprenons espoir. Nous avons des choses, voilà, on voit qu'on a plein de choses. On a aussi malheureusement des barbaries. Donc il y a la chronique de vendredi prochain. On fera la 3e et dernière partie sur le voyage dans la tête d'un néo-libéral, dans l'optique de connaître son ennemi pour mieux le combattre. Je vous invite de nouveau à rejoindre l'initiative, à vous inscrire sur le site, à participer à la rédaction de la Constitution, à participer à la consultation sur le plan d'urgence, à commander l'émergence, à commander les mini-cartes. Voilà. Si vous voulez être un citoyen volontaire et sortir les 2 pieds du même sabot, il y a de quoi faire. À vous de jouer. Bonsoir.